Est-ce qu'on peut dire que c'est la victoire de la démocratie, une démocratie saine, ou, comme certains le regrettent, sinon l'avènement d'un tribunal médiatique qui obtient des têtes sans preuve devant la justice? Je suis vraiment consterné par la manière dont on attaque les journalistes qui font leur travail le plus sérieusement possible. Parce que si c'était le fruit d'une affabulation, je serais content que l'on me dise qu'on a écarté les brebis galeuses du troupeau et que tout va bien. Mais le problème, c'est que est-ce qu'il y a eu, faute de la part de François de Rugy ou pas? Le problème, il est là. Oui. Moralement, c'est de ça qu'il faut répondre. Les journalistes ont fait leur travail, ils ont révélé quelque chose qui n'était pas connu du grand public. Moi, je pense qu'il y a une faute morale. C'est pas forcément une faute pénale ou un ça, après, c'est à la justice de faire son travail. Mais quand on commence à parler de tribunal médiatique, je trouve que c'est fort de café. Les journalistes ont fait leur travail, qu'ils continuent, les juges, à faire le leur. Et en attendant, si les politiciens n'ont rien à se reprocher, qu'ils aillent devant les juges et qu'ils fassent preuve d'un maximum de transparence pour établir les faits. Il y a un faste dans la politique française d'un autre temps. Quand vous êtes journaliste étranger, que vous arrivez et que vous devez suivre soit un ministre, soit des candidats, même à la présidence de la République, une journée entière, vous êtes dans une bulle. Vous n'êtes plus dans le monde des gens normaux. Vous passez tous les feux rouges, vous êtes en grande vitesse, vous êtes reçu partout, les portes s'ouvrent, vous êtes reçu dans les ministères, des repas très agréables avec des grands vins, etc. Très bien, mais après, vous prenez le métro pour rentrer chez vous et vous mesurez la différence entre ce que vivent les Français au quotidien. Et au Portugal, c'est pas du tout cet ethos-là. Hélas, on vous a beaucoup imité, mais c'est de notre faute. Absolument. Mais c'est latin, en fait, non? Il y a quelque chose de latin là-dedans, vraiment de latin catholique. Là, peut-être on peut parler de la fracture luthérienne, de la réforme luthérienne, si on veut encore. C'était déjà d'actualité à l'époque de Luther. Mais il y a ce problème-là. Et vous atterrissez dans le métro et vous vous dites, mais je comprends les gens, dans le temps des 30 Glorieuses, que des ministres puissent un petit peu se gaver aux frais de la princesse, excusez-moi d'être un peu colloquial comme ça. Ça n'embêtait personne puisque tout le monde pouvait aller de l'avant, tout le monde pouvait faire sa vie, tout le monde avait des possibilités. Sauf que le général de Gaulle qui gouvernait au temps des 30 Glorieuses... Sauf que le général de Gaulle ne le faisait pas, et sauf que... ça ne passe plus aujourd'hui, même auprès des Français. Aux États-Unis, le président et la famille du président vivent à la Maison-Blanche. Leurs frais de bouche leur sont facturés en fin de mois. Et leurs produits d'hygiène, etc., tout est acheté par quelqu'un. Donald Trump fait beaucoup plus dans la frugalité que les responsables politiques français. Vous voulez rire. Mais il mange un hamburger. Mais ça, c'est facturé au président des États-Unis à la fin du mois. Ils peuvent avoir une pizza, s'ils veulent, à 3 h du matin, il y aura quelqu'un pour aller la chercher, mais ce service et la pizza leur est facturé à la fin du mois. Donc, ce n'est pas qu'une question, et pourtant, ce n'est pas les pays nordiques, les États-Unis. Donc, c'est une question de décence dans l'utilisation de l'argent public et des impôts. Quelqu'un qui gagne un petit salaire et qui paye des impôts, c'est pas pour se dire qu'il est en train de payer du homard à un ministre. De décence ou un peu d'hypocrisie parfois, Louis Magloire-Camaïou. Est-ce qu'il faut quand même ça que les responsables politiques aillent se battre la coulpe devant les télévisions en disant oui, je mange que des sandwichs ou que des kebabs ou que des panini, même si ce n'est pas forcément leur mode de vie, mais en tout cas de ne pas se faire prendre? Non, ce que je pense, c'est que nous sommes dans un pays qui est en crise. Quand un ancien Premier ministre l'a dit, on lui est tombé dessus à bras raccourcis, mais la France est en crise. Et chaque jour, on nous rappelle qu'il faut serrer la ceinture parce que ça ne va pas du tout. Et quand, après avoir dit François Fillon qui disait la France est un pays en état de faillite, je suis à la tête d'un État en faillite. Et donc, quand on a dit et montré aux citoyens que c'est dur, qu'on fait la chasse aux fraudeurs tous les jours, que les Gilets jaunes manifestent depuis plus de 6 mois, les politiciens devraient quand même comprendre qu'il y a un malaise à se comporter comme ils le font. Et en plus, on n'est plus dans une bulle aujourd'hui, comme à l'époque où on ne savait pas qu'il y avait des choses qui se passaient. Il y a les smartphones, il y a des délations. Donc, forcément, ça sort à un certain moment. François Fillon, que vous citiez à l'instant, et qui n'a d'ailleurs lui-même pas toujours fait dans la frugalité. Oui, c'est pas forcément parce qu'on dit qu'on est en crise qu'on se comporte comme si on était en crise. Donc, il vivait aux frais de la princesse. Et je pense que les politiciens français devraient se rendre compte qu'on a changé d'époque et qu'il faut s'adapter à cette nouvelle époque qui est celle de la crise et du serrage de ceinture. Ce sera le mot de la fin. Merci pour cet appel à la frugalité et au serrage de ceinture. Merci